Bienvenue pour ce dernier épisode de la série Hot Takes, ou en tout cas des 4 premiers, disons, toujours avec Nicolas Pinault. Nicolas, aujourd'hui... Nicolas, je t'appelle jamais Nicolas. Non, On parle... c'était vraiment bizarre. Nicolas, Oui. parle de la professeure. Aujourd'hui, on va parler de mindset. On Let's va go. parler de mindset, de vulnérabilité, puis de tout ce qui se passe derrière aussi le succès, parce que on coche des cases du succès, de l'avancement, de la croissance, mais je voulais qu'on parle du behind the scenes. Comment est-ce qu'on se rend à cette croissance-là aussi, puis que c'est pas juste les belles affirmations positives, les quotes qu'on voit sur Pinterest de genre, tu sais, tout va bien. Quand ça va bien en apparence, souvent en arrière, c'est un peu difficile. Pas tout le temps, on espère que ce soit pas le cas, mais de discuter de ça. Puis aussi discuter de c'est quoi les messages véhiculés par rapport au mindset, finalement, dans notre société, notre niche entrepreneuriale. Donc, est-ce que tu es prêt à mettre ton cœur sur la table aujourd'hui? Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Que je m'embarque. Oui, je sais pas, là. Mais je suis confortable. Ça fait tellement longtemps qu'on est en studio, là, enregistrer une couple de podcasts. Je me sens comme à la maison. Oui, ben Fait pareil. que je suis prêt à être très, très, très vulnérable aujourd'hui, là. Ça va venir en larmes. Sûrement. Donc, hot takes du jour. Je veux qu'on parle de ces phrases-là qui ont l'air motivantes, mais qui sont pas nécessairement remplies de wisdom. OK. Donc, la première, c'est pour toutes les gens qui sont contre, à la limite, le travail sur soi, puis qui sont beaucoup plus action. Donc, travailler sur ton mindset, c'est une perte de temps si ton compte en banque est vide. Est-ce que l'action, puis créer, puis le hustle est la première chose à faire, puis qu'après ça, tu passeras à ta santé mentale, ou est-ce que santé mentale, puis après ça, ça va venir? Puis je pense qu'on avait parlé avec si t'es aligné, l'argent vient. Ouais. Ben, écoute, si vraiment ton compte en banque est à 0$ puis t'as besoin de manger, là, ta priorité, c'est pas d'aller voir un psy, là, tu sais. Probablement pas, ça coûte cher un psy. Ben, c'est ça. C'est Probablement, sinon, 20$ tu n'auras pas la nécessairement session, de là. payer, puis peut-être que Si tu c'est penses pas plus plus. à manger, là. Mais bon, tu sais, je sais pas, je pense que le mindset, au final, est extrêmement important en entrepreneuriat pour le succès. Juste pour moi, c'était comme le mindset autour de la confiance professionnelle, puis de... Ça a tellement été difficile pour moi, certaines passes au niveau de ma confiance, un peu syndrome de l'imposteur. Ça a Ouais. tellement été fort que je pensais plus faire ça. Donc, en tout cas, je sais pas à quoi ça nous mène, mais c'est sûr que d'investir dans le mindset, je vois la valeur, puis c'est énorme. Puis effectivement, autour de l'entrepreneuriat, je sais pas pourquoi, mais autour de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est parce qu'on fait tout par nous-mêmes, on invente une job qui n'existe pas, on invente un projet qui n'existe pas. Ça demande tellement... Il y a une partie de ça qui est de la pure folie, là, l'entrepreneuriat. Dans le sens que, Je suis d'accord. au début, tu as une idée, Oui. puis là, tu essaies de dire ça. Tu essaies de dire ça à ta famille, essaie de dire ça à ta blonde, essaie de dire ça à ton chien. Il n'y a personne qui te comprend. Mais surtout pas ton chien. Non, surtout pas. Tu sais, mais c'est un peu de la folie, là, dans le sens que... Oui. Ah, j'ai une vision. Écoute, il y a certaines histoires dont tu me parles. On va vendre des bocaux de choucroute en ligne, je sais pas trop quoi. Tu sais, genre, Des conserves, oui. Imagine pitcher ça à tes amis, là. Oui. T'es en train de prendre une bière, là, tu prends une pinte en ville, puis là, t'es comme, hey, j'ai pensé à ça, ça serait ça mon projet, puis ça va être ça, genre, qui me fait de l'argent dans la vie, Mais je vais c'est ça, vendre je la t'expliquais choucroute. l'autre fois. C'est quoi cette idée-là? Ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Ça n'a aucun sens, mais ça marche. Mais c'est exactement ça que je t'ai expliqué l'autre fois, que genre l'entrepreneuriat, c'est inventer, c'est pelleter des nuages. Genre, genre c'est inventer quelque chose qui n'a pas de sens. Tu peux faire de l'argent de n'importe quelle façon. J'ai entendu que quand tu as un métier, tu arrives à job, tu es payé pour un set de tâches spécifiques, puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas demander une augmentation parce que tu as plus de responsabilités, puis là, tu changes de rôle, puis là, tu upgrades, puis là, tu as plus de salaire, mais tu as quand même un set de tâches spécifiques que quelqu'un a déterminé pour toi. Des fois, tu as un peu plus de liberté créative, et ainsi de suite. Quand tu arrives en entrepreneuriat, il y a tellement de façons de faire de l'argent. Tu pourrais faire n'importe quoi. Genre, tu es la personne qui... Ah oui, moi, là, je fais des
des collections de fourmis séchées, c'est sur des pins, c'est comme les papillons. Puis là, je les fais toutes comme ça en ligne, puis là, ça fait un dessin. Puis genre, somehow, il y aurait peut-être quelqu'un dans le monde qui fait comme de l'art. Puis là, tu fais de l'argent avec ça. Puis est-ce qu'on considère que c'est l'entrepreneuriat? Si t'en fais en chaîne, peut-être. Fait que, point being, tu peux vendre n'importe quoi, puis l'entrepreneuriat, c'est n'importe quoi. But, c'est aussi très formateur. Puis c'est là où je veux en venir. C'est que c'est un des plus grands exercices de développement personnel puis de mindset que quelqu'un peut faire. Il y en a d'autres, là. C'est pas le seul. Mais ça fait partie des exercices dans ta vie. Mais c'est pas un exercice, mais des projets, des choses que tu entreprends dans ta vie qui va énormément forger ton caractère parce que tu vas être face à toi-même très souvent, seul. Tu vas être face à d'autres qui vont te donner leur opinion. Oui, j'achète tes shit ou non, j'achète pas tes affaires. Puis c'est extrêmement confrontant par rapport à notre valeur personnelle, par rapport à qui on est, par rapport à notre identité. Qu'est-ce qu'on crée? C'est quoi ma brand? C'est quoi mes affaires? Les relations aussi, les relations de collègues, les relations de clients, comment est-ce que tu navigues toutes ces affaires-là? Si tu persistes longtemps dans l'entrepreneuriat, c'est une des façons de forger une identité beaucoup plus claire que je pense que si tu es en salariat. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire, mais c'est comme une espèce de fast track. Ça te force, en tout cas, professionnellement et probablement personnellement aussi. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est... En entrepreneuriat, sais-tu qu'est-ce qui se passe? C'est que à travers les échecs et les réussites, surtout les échecs, à un moment donné, tu réalises qu'il faut que tu changes ton mindset. Je sais pas, moi, t'as reproduit la même erreur 3 ans de suite. Puis là, t'es comme... Si t'as une maturité émotionnelle, tu vas réaliser qu'il faut que tu Tu changes vas ton réaliser, mindset. tu vas dire, attends une minute, pourquoi, mettons, Oui. la même erreur, ça pourrait être toujours engager les mauvaises personnes? Oui, ou... oui. Je sais pas, là. Genre, c'est toi le point commun, là. Là, à un moment donné, t'es comme, oh, c'est parce que je suis incompétent là-dedans? C'est quoi? Est-ce que je veux toujours engager quelqu'un qui est mon ami? Je sais pas trop quoi. Finalement, c'est la faute de mes parents. Non, mais tu sais, non, mais tu te retrouves en thérapie. Genre, dans le sens, puis pourquoi, comme entrepreneur, il y en a beaucoup qui finissent par le développement personnel, etc. C'est que si tu le fais pas, tu vas faire faillite. Genre, tu sais, t'es forcé de le faire parce que tu réalises des fois que ton mindset va influencer beaucoup tes résultats financiers. Puis tu parles beaucoup de la relation à l'argent. Oui. C'est critique. Comme entrepreneur, tu le réalises peut-être plus que comme salarié. Comme salarié, tu reçois de l'argent, puis ensuite, tu peux réaliser toutes sortes de choses. Mais comme entrepreneur, comme quand tu parles d'augmenter la taille de ton projet ou faire plus d'argent, puis là, t'es comme, faire plus d'argent? Non, je veux quand même pas devenir riche, là, parce que les riches sont méchants, puis tout ça. Puis là, t'es comme, là, à un moment donné, tu t'entends, puis t'es comme, là, sont-tu méchants ou c'est quoi? C'est parce que dans ma famille... Non, c'est ça. Non, mais à un moment donné, tu peux découvrir, en réalité, c'est parce que j'ai comme... Ma perception des riches méchants, c'est le asshole avec sa Porsche, puis il klaxonne tout le monde, puis il fait chier tout le monde, tu sais. Oui. En tout cas, fait que dans le fond... Mais toi, t'aurais eu 2 Porsche. Est-ce que tu serais le asshole? Je sais pas, mais non, je suis pas intéressé par les chars de luxe tant que ça. Mais peut-être BMW. Je comprends pas. En tout cas, faudrait que tu l'essayes. Je vais te le faire essayer. Ah ouais, sure. Ouais. C'est le char de location que j'ai essayé. Ça a changé ma perception. Mais ouais, c'est ça. Je pense que dans l'entrepreneuriat, surtout à travers les années, t'es comme à un certain point confronté au développement personnel ou encore, c'est aussi trendy dans le développement, dans l'entrepreneuriat, mais sûrement pour une raison. Ben écoute, c'est parce que je pense que tu le fasses de façon consciente ou pas, il va en avoir en partie. Oui, c'est ça. Il va y en avoir parce que l'action, comme je te l'ai dit, ça t'amène à te confronter à toi, puis c'est quoi tes croyances par rapport, par exemple, à l'argent, c'est un big dans l'entrepreneuriat parce que, c'est ça qu'on fait. On crée quelque chose qui a de la valeur en échange de l'argent, en général. C'est pas mal ça la patente. Puis si on a une relation qui est problématique avec l'argent parce qu'on ne veut pas en avoir trop, parce que on pense que les riches sont méchants, parce que justement des bagages qui ne nous appartiennent pas finalement, tu vas avoir des grands objectifs pour toi, des grandes ambitions, mais tu vas aussi être en train de tirer l'autre bord de la couverte en disant genre c'est pas bon pour toi. Fait que si tu fais pas ce travail-là, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Mais pour se rendre peut-être à être actif
et conscient dans ton développement personnel, au lieu que ton action t'ait amené au développement personnel, il faut que tu ailles passer par l'action. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. On pense souvent, c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que je travaille sur mon mindset avant de prendre action ou est-ce que je prends action? Puis ensuite, tu sais, je pense qu'honnêtement, l'action est un peu la première étape parce que si tu veux quelque chose puis tu as un objectif, travaille pour y arriver, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte de c'est quoi tes lacunes. Tu vas te rendre compte de c'est quoi les problèmes qui te hantent la nuit, qu'est-ce qui te gosse, c'est quoi tes peurs. T'as-tu peur de l'imposteur? T'as-tu... Tout ce genre de patentes-là. Puis après ça, tu iras comme travailler sur une chose à la fois parce que c'est pas vrai que tu peux travailler sur tout en même temps. Mais je pense que si tu restes dans le dev perso, tu es dans la théorie. Tandis que si tu pars par l'action, tu vas rencontrer un blocage, tu vas pouvoir aussi faire du développement personnel sans être en train de sacrifier la croissance. C'est extrêmement bien dit. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est fantastique. Make sense. Le syndrome de l'imposteur est un luxe que les vrais leaders ne peuvent pas se permettre. Est un luxe. Comment ça est Je un sais pas luxe? si c'est ever un luxe, pour être bien honnête. Mais est-ce que les vrais leaders ne peuvent pas se permettre le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'ils le vivent quand même. C'est juste qu'ils le gèrent autrement. Je sais pas si on le vit à l'infini. Je sais pas. Mais... C'est disparu pour moi. Ah, wow. J'allais dire, je sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un pour qui ça a vraiment disparu. Ben, c'est plus vraiment présent. Fait que là, toute l'histoire du journaliste, là, c'est parti, ça? Ouais. De genre, avoir le titre de journaliste, même si t'as pas étudié en journalisme? Ouais, c'est pas mal parti. Ben, je suis contente pour toi. Merci. C'est en exclusivité. En exclusivité. C'est ça, c'est parce que ça fait 15 ans, puis grosso modo, tu sais, au début, j'étais un blogueur ou n'importe quoi, tu sais, mais tu fais... Ben, c'est ça, exactement, le recherchiste, pour ceux qui me suivaient. Salut! Aïe. On parle de quelle année? 2010? Oui. Aïe. En 2010, est-ce qu'il y en a qui me suivaient? En tout cas, écrivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais même pas si je pourrais retrouver des screenshots de ce site-là. J'aurais dû l'archiver. Moi, j'ai des photos sur mon hard drive de genre quand on faisait le shoot dans le salon jaune. Là. Peu importe. C'est vrai? T'as-tu ça? OK. Ça serait intéressant. Juste pour voir les débuts, mais bref, oui, ça a pris du temps professionnellement. Non seulement je suis journaliste citoyen qui n'a pas été à l'école en journalisme, j'ai juste un background en communication. Honnêtement, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. C'est des vieilles idées, tout ça, par rapport à ma compétence est liée à mon école, tu sais, le prestige. Ah, t'as été au MIT, t'as été... Je pense que pour nous autres, c'est plus facile à dire, puis ça a l'air bizarre à dire, mais parce qu'on est nord-américain. Je sais que les gens qui écoutent en France, c'est encore, genre le papier, là, genre le certificat, c'est largement... genre important. Genre, j'ai été à la Sorbonne, puis ça me rend une personne exceptionnelle. Je connais pas votre nouveau nom d'université, là. Mais peu importe, genre le certificat, genre le papier, il est super important. Puis je pense que au Canada, puis même aux États-Unis, il y a plus une espèce de flexibilité de genre, mais c'est de l'expérience, genre, you can make it. Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Mais encore. Moi, j'ai été confronté... c'est vrai, dans ton milieu académique. Ben ça, dans le milieu académique, là, j'ai été confronté à toutes sortes d'idées. Fait que t'as des scientifiques que quand ils te demandent, ben, c'est quoi ton école de journalisme, etc., tu sais, genre... Mais c'est parce que c'est la même affaire. Eux autres, ils aiment ça être associés à l'université, puis sont fâchés. Ben, c'est ça. C'est ça qu'ils fâchés si tu dis pas, en plus de leur nom, puis de leur titre qui est fucking long, avec genre 1000 lettres, à quelle université sont associés. C'est ça. Et t'en as d'autres qui sont plus modernes dans leur thinking, puis qui réalisent que les meilleurs journalistes d'investigation au monde ne travaillent plus pour les journaux mainstream depuis quelques années. J'en connais plein, je peux te nommer plein d'exemples. Pourquoi? Parce que les départements de vrai journalisme d'investigation, ils ont été coupés. Parce que c'est plus là que les médias traditionnels s'en vont. Parce que c'est une business, honnêtement, qui est mourante, là, malheureusement. Là. Je suis désolé de vous l'apprendre, là, mais la plupart des gens ont réalisé parce que les gens s'en vont s'éduquer à d'autres endroits. Puis il y a une multiplication des différents médias. Fait qu'est-ce qu'ils font, ces journalistes-là? Ils sont encore hyper compétents. Ben, maintenant, ils font du Substack, puis ils font des médias sociaux, etc. C'est rendu des entrepreneurs. Ils ont leurs propres médias. Ben Swan Media, telle affaire. Tu sais, un des connus, c'est Tucker Carlson. Là. La plupart des gens l'aiment pas, là, mais... Attends. Pour en revenir au syndrome de l'imposteur, là, ces gens-là, en théorie, sont legit. Si on revient à toi, parce que là, on ouvre des parenthèses. On ferme la parenthèse. Ben,
à moi, c'est juste de réaliser que c'est mon expérience accumulée sur un sujet qui crée ma crédibilité. J'ai pas besoin d'aller la chercher de d'autres façons. C'est les gens avec qui je me suis associé. J'ai interviewé des top scientifiques au monde. J'ai interviewé Robert F. Kennedy Jr. 2 fois. C'est pas petit qu'est-ce que j'ai fait. Puis si quelqu'un reconnaît pas cette valeur-là, ben il est d'impatate. Puis pas moi, tu sais. Fait, dans le fond, ça, c'est au niveau de la crédibilité professionnelle dans un milieu où, oui, c'est académique, etc. Il y a de la recherche, tout ça, tout ça. Mais en réalité, c'est ça. Ça a été comme très long pour moi de pas répondre, de pas être réactif à la critique. À cette critique-là, il y avait une partie de moi, je me demandais, genre, est-ce que finalement je suis un imposteur tout ça là, genre? Tout ce temps-là, j'étais undercover. Je faisais assemblant de. En tout cas, mais c'est ça. Puis oui, en développant mon expertise. Puis maintenant, il y en a encore qui sont des gosseux, puis qui sont pas d'accord avec ce que je fais ou quoi que ce soit. Mais j'y crois plus. Hmm. Mais tu sais, si on revient au point initial, est-ce que les leaders peuvent pas se permettre ce syndrome-là? Tu sais, genre, je suis contente pour toi que tu plus de syndrome de l'imposteur, really. Mais j'ai entendu tellement de personnes que ça faisait des années, qui lead des communautés, qui lead des mouvements, à la limite, qui partagent quand même. C'est quelque chose pas, qui disparaît pas nécessairement, mais qui se gère mieux parce que justement, tu as plus de ces outils-là. Puis je suis contente de savoir que ça se peut qu'il y ait du monde qui drop quand même ça. Mais tu sais, il y a plein de personnes qui, même avec le temps, même peu importe leurs acquis, vont. Puis peut-être que c'est une question de thérapie, à la limite, de regarder ça, genre, oui, mais t'es imposteur aux yeux de qui, tu sais, au final? Est-ce que t'es imposteur aux yeux des autres? Est-ce que t'es imposteur à tes propres yeux, selon tes propres standards de qu'est-ce qui est legit? Aussi, parce que tu as des bagages de ah oui, mais qu'est-ce qu'il est. Tu sais, on t'a dit que le papier c'était important. On t'a dit que si tu n'avais pas étudié dans une université, genre tu valais rien puis tout. Est-ce que tu as gardé ça en toi? Puis c'est comme ça, à travers ces lunettes-là, que tu t'analyses finalement. C'est un peu méta, là, comme point de vue, mais c'est un peu ça pareil. Fait que je pense que tu es capable d'avancer quand même. Puis de ce sens-là, est-ce qu'ils peuvent pas se le permettre? Je pense pas. Au contraire, je pense que ça tu peux te permettre de sentir ça, une espèce de feeling de je ne suis pas encore legit, mais ça peut pas, si tu as des grands objectifs, ça peut pas t'arrêter de continuer de prendre action quand même parce que au fur et à mesure que tu vas prendre ces actions-là, tu vas finir par te prouver à toi-même que tu es capable. Tu sais, que tu es capable, puis que tu vaux la peine, puis que tu vas aller faire les grandes entrevues, puis que tu vas avoir un impact aussi. Fait que si tu attends de sentir que tu es legit pour passer à l'action, ben ça n'arrivera pas parce que tu prendras aucune action pour te prouver que tu es legit. Fait que c'est là, fou la peau, là, dans le point, tu sais. Totalement. Oui, bien dit. C'est un peu ridicule, tu sais. Puis j'ai l'impression, là, en ce moment, c'est éliminé le syndrome de l'imposteur, mais mets-moi dans une situation où ce que je sais pas moi, invite-moi à la Maison-Blanche en ce moment, puis parce que, bon, en santé environnementale, il y a des changements fédéraux, etc. Peu importe les politiques du moment, c'est juste, dis-moi que je vais être inclus dans un comité, puis là, tout d'un coup... Mais tu te sens petit, là. Ben c'est ça, tout d'un coup, je peux dire, my God, ben là, dans cette situation-là, tu me mets dans un autre contexte où ce que j'ai pas encore cette confiance-là, c'est un nouveau monde, c'est de la politique, ben là, peut-être je vais être imposteur pendant un moment, mais je pense que ça va être court. Mais je pense que dans des moments où on est confronté à des nouveaux projets, des fois c'est la scale, des fois c'est quelque chose de nouveau, ça peut revenir, mais je pense qu'on est de plus en plus outillés à gérer ça puis à pas justement se laisser paralyser. Ben c'est ça, je pense que ça, te laisser paralyser, je pense que tu peux pas te le permettre. Bien dit. Si t'as pas échoué publiquement, c'est que tu joues trop safe. Oui? Oui. Pourquoi il faut que ça soit public? Ben, publiquement. Si t'as pas échoué, point, ça c'est sûr. Ah oui, que tu joues trop safe. Oui. Mais échouer publiquement, ça dépend. Il y en a qui parlent de leurs échecs publics, puis je pense que c'est bon. Toi, t'as toujours été bonne pour partager ça. Puis il y en a qui te suivent parce que t'as cette honnêteté-là. Les fois où ce que j'ai eu les meilleurs commentaires de toute ma business, c'est quand j'ai parlé de mes échecs. C'est souvent ça.
Aussi. C'est souvent ça. C'est de parler des vulnérabilités parce qu'il y a une partie... En fait, tu vas souvent recevoir des remerciements, énormément. C'est le genre de commentaires que tu vas recevoir à chaque fois que tu parles de ça. Des remerciements, de dire merci, de montrer que c'est pas juste des licornes, puis genre des bisous, puis que ça va bien, pas ça va bien, mais que des fois ça va mal, mais qu'on peut se relever. Tu sais, je l'ai souvent dit, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Moi, je partage pas mes plaies, je partage mes cicatrices seulement. Dans le sens où quand je suis en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile, j'ai même tendance, au contraire, à garder les choses pour moi le temps que je le vive puis que j'analyse la situation à ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Parce que des fois, tu as comme plein d'émotions en même temps, de comme, OK, c'est quoi la situation? Puis là, tu partages quelque chose qui est vraiment pas encore le cas, c'est même pas la finalité. Une semaine après, tu vas changer de décision parce qu'il y a un autre, tu as eu de la clarté sur quelque chose, puis là, tu vas faire avancer le projet dans une autre direction. Fait que, il y a quelque chose de confusing aussi quand tu partages, quand tu es en plein milieu de l'orage, tu sais, puis de la tempête, puis de dire aux gens, là, je suis en train de vivre ça, mais je sais pas dans quel sens que je m'en vais. Puis les gens sont comme, OK, ben reviens-moi quand tu auras trouvé, tu sais. Puis partager ses cicatrices, c'est ça, c'est d'être capable de passer au travers d'un échec, de sortir de là, de voir c'est quoi les apprentissages, de voir où est-ce que tu as fait des erreurs, des choses que tu aurais pu améliorer aussi, puis d'être capable de le dire. Parce que quand tu es en train de le vivre, tu sais pas, tu vis la patente. Tu essaies juste de survivre puis pas tomber en bas du bateau pour continuer dans nos analogies de bateau. Ça arrête plus. T'arrêtes Ça plus. fait 4 épisodes de suite. Et c'est promis, si vous venez avec nous pour les 4 prochains, il y aura aussi des analogies de bateau. Ça va être sur un bateau. Oh my God! Intéressant. T'es là avec ton chapeau de capitaine. OK, bref. Ça dérape, là. Mais oui, donc, échouer publiquement, tu joues trop safe. Je pense que, tu sais, il y a des gros... Je pense que c'est une question de prendre des risques. Puis c'est ça qui est sous-entendu dans ça. C'est une question de prendre des risques puis de dire, je vais prendre ce risque-là que je pense qu'il va payer. Mais tu sais, on en a parlé dans les épisodes beaucoup de justement de gestion du risque puis de gambling puis de comment... Mais comme, il y a souvent les gros projets il y en a plein des gros projets qui sont à l'interne. Genre, justement, engager un gros morceau, là. Tu sais, genre un CMO, là. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a un gros salaire aussi. Tu sais, engager, c'est quelque chose qui est behind the scenes. Ça peut être un risque aussi, honnêtement, surtout si tu n'as pas nécessairement une relation qui est très long terme avec la personne. Mais les gros moves publics, c'est des gros lancements. C'est des gros événements. Puis, tu sais, des échecs, je sais, tu sais, je considère pas grand-chose comme des échecs, là. Je parle beaucoup d'apprentissage, mais des affaires qui ne vont pas comme j'avais prévu. Tu sais, le lancement que j'ai fait en janvier, la première partie, What's Next, extraordinaire. La partie du lancement, ensuite, avec le boardroom, moins que prévu. Puis pour moi, puis je te l'ai dit verbatim, je dis « Hey, aïe, c'est public ça comme échec? » Je pense que je te l'ai dit, tu sais, puis je pense que je l'ai dit à d'autres personnes aussi, c'est genre, ça c'est très vulnérable parce que je trouve que c'est public. Puis pas juste parce que c'est public pour les gens, parce que les gens, ils savaient pas ce qui se passait. Puis au final, je suis contente de toutes les personnes qui ont rejoint le boardroom, puis je suis encore plus contente à cause des changements qui s'en viennent et tout. Très bientôt, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que il y avait mes collègues. Puis pour moi, c'était genre... ils voient bien qu'ils font pas autant de ventes affiliées que j'aurais aimé qu'ils fassent. Fait que pour moi, c'était très public. Mais quand tu fais beaucoup de ça puis que tu partages beaucoup de ces affaires-là publiquement aussi, il y a une validation. C'est du contenu que les gens apprécient, pas pour rire de toi puis pour dire ha 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 puis pour tourner le fer dans le plaid, mais parce que ça valide aussi, encore une fois, que c'est un roller coaster. Ils apprennent de ça aussi. Quand tu es capable d'avoir le recul nécessaire puis de pas être en train de t'arracher les cheveux puis de dire je suis en train de le vivre. Quand tu es capable de partager ça, les gens vont apprendre de ça aussi et toi aussi, parce qu'il y a une analyse, une auto-analyse de qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait du meilleur contenu, puis au fur et à mesure que tu fais ça, plus c'est facile d'en parler. Genre, c'est pas... Ça devient moins un drame. Puis c'est non seulement facile d'en parler, mais c'est plus facile de passer par-dessus. Parce que, sincèrement, quand tu le fais de façon publique, un moment donné, c'est genre « been there, done that ». Genre, c'est tout le temps stressant. Le premier saut en parachute que tu fais dans ta vie, c'est l'affaire la plus stressante au monde. T'es genre « This is how I die ». Genre, that's it. C'est beaucoup d'émotions. Tu vas sauter
Je vais jamais sauter en parachute, mais c'est ce qu'on Non m'a plus. dit. Mais tout ça pour dire que tu sautes d'un avion, là. Tu sais, je veux dire, t'es loin. Oui, t'es avec quelqu'un, puis tout, mais bref. Mais plus tu le fais, là, c'est encore fun, parce que les gens le font, mais c'est plus. Ça devient un peu plus routinier. Oui, c'est sûr. Puis c'est comme n'importe quoi. Plus tu fais quelque chose, plus ça devient routinier, tu sais. Oui. OK, oui. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Totalement. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que tu joues trop safe si tu le fais pas? C'est quoi la définition de jouer safe, honnêtement? Il y a plein de grosses business qui font pas nécessairement des gros lancements non plus. Est-ce que ça a besoin d'être public Ça n'a pas pour que besoin ça d'être... soit... Non, ça, je pense pas. Jouer safe, je trouve ça intéressant à explorer comme concept. Ça vient avec beaucoup de préjugés, là, dans le sens où ça vient à travers des lentilles de c'est quoi safe, là. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie de tu sais, prendre un risque qui peut payer, un risque qui est calculé qui peut payer. Des fois, c'est un risque qui est public. Puis ça prouve que ça prouve à qui, à toi, I guess, que t'es sérieux par rapport à ce projet-là, puis que tu y crois pour vrai. Il y a des risques comme ça que je pense que c'est des engagements envers toi-même. Puis quand tu essaies de le cacher ou de faire behind the scenes, c'est là où peut-être que tu joues safe. Parce que tu veux cacher tes affaires, puis tu veux pas que les gens voient, tu sais. Ouais. T'as-tu déjà eu peur de la visibilité puis du succès? La visibilité, oui. Parce que Les critiques. les gens qui viennent avec. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, dernièrement, j'ai eu une petite pensée quand même. Je pense pas que c'était assez fort pour dire, tu sais, justement, c'est le retour du syndrome de l'imposteur, mais c'est juste, ouais, j'espère qu'ils vont aimer ça, tu sais, parce que j'ai eu différentes introductions à des gens super influents, un doc que je suis depuis 4 ans, tu sais, des gens que tu respectes, des gens que t'as écouté tout leur podcast au complet, chaque épisode, puis c'est comme, tu sais, Et c'est dangereux, là. Ils t'es disent comme une don't meet your heroes. ben c'est ça, t'as comme une position d'adulation, puis là Mm. t'es comme, cette personne-là est en train de checker ce que je fais. Mm. C'est intimidant. C'est intimidant. C'est intimidant. Puis c'est comme, en même temps, sais-tu quoi? S'ils aiment pas ça, Ça va-tu tout changer ta vie? non, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Ça va pas tout changer, puis s'ils aiment pas ça, il y a des patates. Honnêtement, c'est comme ça que je pense. Le 4e hot take revient un mini peu sur le concept de la discipline qu'on a vu dans le premier épisode, si je ne me trompe pas. La discipline bat toujours la motivation. Moi, je suis d'accord. La discipline bat la motivation. Mhm. Totalement d'accord. La motivation, là, c'est comme du fairy dust. Dans le sens où, comme, it comes and goes, ça fait de la magie quand c'est là, mais genre, tu sais, on sait pas trop. Puis pour vrai, la motivation, c'est overrated. Genre, les gens sont comme, ah oui, mais je vais travailler quand je suis motivée. Non, tu vas le faire, whatever, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sentir la nécessité. Pas quand tu vas être motivé nécessairement. C'est aussi parce qu'il y a bien des choses dans notre environnement qui nous prennent cette motivation-là. Par exemple, il y a des gens qui disent ah, je procrastine, je sais pas quoi faire, je suis démotivé. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils sont beaucoup sur les devices. Oui, mais ça suck up ouais, genre, la procrastination, leur énergie. c'est une autre affaire, c'est un autre dossier, parce que la procrastination, c'est un grand signe. La procrastination, c'est quelque chose à écouter, là. Oui. Pas à suivre, mais à écouter. En tout cas, j'ai juste l'impression qu'il y a plus de gens que jamais qui ont des problèmes de motivation, mais c'est intimement lié avec leurs habitudes. Puis, Oui. à un moment donné, c'est parce que, mettons, si tu passes trop de temps sur ton téléphone, tu te sens mou. T'es comme, oh non, tu sais, on est distrait, comme, c'est plus dur d'être discipliné que jamais. Puis c'est plus facile d'être démotivé que jamais, je pense. Attends. Je pense pas que c'est plus dur d'être discipliné, je pense que c'est plus dur de ne pas être dérangé. Parce que la discipline n'a pas changé, là. Il y a plus de distractions dans l'environnement Oui, immédiat. oui, on est plus distrait, mais est-ce que c'est plus difficile d'être discipliné? Je pense pas. Moi, je pense que oui. C'est parce que ça y a un challenge qui vient avec, là, dans le sens... C'est comme si tu mettais un enfant dans une salle avec plein de bonbons, puis tu lui disais de pas en prendre.
Les adultes, on est... Elliot, il fonctionnerait. Peut-être. Il dirait « Ah, papa, sais-tu, je vais pas en prendre 2 parce que sinon, je vais avoir mal au ventre. » Yeah! Bien éduqué. Non, mais genre, tu sais, des écrans, tout ça, ça attire notre regard. Genre, c'est plus facile d'être distrait, puis c'est plus dur d'être discipliné, de fermer tout, puis de contrôler notre screen time, puis de faire du travail focus. Puis là, maintenant, sur les ordinateurs, sur les interfaces, ça va être ça mon point, là, que j'essaie de le préciser. Oui, j'essaie de nuancer. Il y a Slack, il y a Telegram, il y a WhatsApp, Oui. il y a Messenger, Oui. il y a Instagram, puis là, ting, 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 puis là, je suis comme... de la discipline de fermer ça, de focusser sur le travail, puis de faire des choses sans... En tout cas, de la discipline entrepreneuriale, je pense que c'est encore plus difficile en 2025 que quand j'ai commencé il y a 15 ans. OK. J'aimerais formuler une autre perspective. OK. La discipline, c'est quelque chose que tu fais, puis les distractions, c'est quelque chose que tu fais pas. Puis c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, c'est pas plus difficile d'être discipliné parce que la discipline a toujours été tough. Ça a toujours été difficile. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Genre, faut que tu t'arrêtes, faut que ça tu demande bloques. toujours un effort à l'humain, là. Ça demande... Oui, ça vient de l'intérieur, la discipline. Les distractions viennent de l'extérieur. Mais il y a plus de distractions. Oui. OK. Oui, on peut... Oui. OK. Mais le concept de la discipline, c'est pour ça que j'essaie de nuancer un petit peu, parce que je pense que ça vient de soi. Puis, si tu attends la motivation pour prendre quelconque forme d'action, elle viendra probablement pas. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais pour avoir ta motivation, tu sais. La motivation, comme je disais tantôt, je trouve que c'est overrated, que t'es mieux, malheureusement, de faire l'action même quand ça te tente pas. Puis il y a beaucoup de personnes qui crient, là, qui sont genre « Oui, mais ça veut probablement dire que t'es pas aligné, puis c'est pas la bonne affaire. » Je suis pas d'accord. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On en revient à tout le concept de mastery japonaise, là. On s'entend-tu qu'il y a des gens que ça leur tentait pas, ce matin-là, de se lever pour aller, genre, faire le saké, genre l'hiver au Japon? Tu sais, ce documentaire extraordinaire. Ouais. Genre, ça leur tentait pas pantoute, mais à la fin, c'est devenu des masters, puis ils étaient satisfaits de la création qu'ils avaient faite. Ouais. Fait que je pense que c'est comme écrire un livre. Les gens qui écrivent des livres, puis qui les écrivent aussi rapidement, c'est des gens qui ils se disent chaque jour, pendant X nombre de jours, je vais écrire X nombre de mots ou X nombre de pages, ou peu importe c'est quoi l'objectif, mais ils s'assoient, puis des fois, il n'y a absolument rien qui vient. Il n'y a rien qui vient parce que c'est vraiment tough. C'est tough, mais éventuellement, mais à la fin, tu vas avoir un livre. Mais si tu attends la motivation, tu n'auras pas ton livre. Fait que la discipline bat la motivation dans ce sens-là. Mais il y a aussi il y a peut-être quelque chose, une différence aussi entre motivation puis inspiration. Puis ça, c'est dans... Tu vois, j'ai amené mes beaux petits livres que j'ai lus. C'est pour une raison. C'est pas juste un décor, ça, là. Non, Let Them, Mel Robbins, qui parle justement de tout ce qui est Tu peux pas motiver les gens à prendre action, mais tu peux les inspirer à prendre action. Dans le sens où tu peux lead the change, tu peux model the behavior. Puis à partir de ça, les gens vont prendre leurs propres décisions par eux-mêmes de prendre action parce qu'ils vont voir la nécessité, parce qu'ils vont se sentir validés, ils vont être dans un environnement qui est safe pour essayer quelque chose d'autre ou prendre action. Mais tu peux pas motiver quelqu'un. Genre, tu peux pas rien faire pour faire ouvrir la switch, puis là, la personne est genre « Yes! » Mais c'est la même chose avec quand tu es tout seul. Genre, tu peux potentiellement t'inspirer en regardant du contenu, tu peux en étant avec d'autres personnes, mais te motiver, là, ça fonctionne. Puis attendre que ça vienne tout seul, non plus. Fait que je pense qu'il y a une espèce de roue à faire tourner si tu veux que ça soit motivé. Puis une fois que ça part, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais, comme partir les... J'ai pas d'exemple de... Tu sais, les roues, là, sont tough à partir, mais une fois qu'ils sont partis, genre, la motion fait que ça continue. J'ai pas d'exemple, mais il y a comme une résistance initiale, puis qu'éventuellement, ben, une fois que ça part, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire, je pense. Fait que, tu sais, tu peux être inspiré, mais tu peux pas nécessairement te forcer à être motivé. Fait que t'es mieux d'être discipliné. Puis c'est la même chose pour le gym, c'est la même chose pour ton alimentation, c'est la même chose pour ton horaire. La discipline va te permettre plus de liberté puis plus de croissance au final que juste vivre ta best YOLO life.
puis d'attendre que les shit happen. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, ta best YOLO life, ça peut être correct dans certaines saisons de la vie, mais si t'es un entrepreneur puis tu veux faire un gros projet, mettons un livre, c'est un énorme projet, un livre. Ben, Ça dépend pour qui. Ça peut prendre 2 ans. Mais c'est ça. Mais ça dépend, surtout pour le Oui. premier, peut-être, là, mais tu sais, ça dépend pour qui, mais ça reste un Si gros t'es projet. méthodique, c'est un gros Ça reste projet. un gros Si t'es projet. méthodique, ça peut être assez rapide. Faut que tu sois méthodique, faut que tu sois discipliné, Ouais. puis t'es pas nécessairement motivé chaque jour, Non. mais ultimement, si t'es capable de développer une motivation qui est basée Intrinsèque. qui est intrinsèque, mais qui est basée sur la vision. J'y pense à mon livre, puis il est déjà écrit. Là, j'aimerais ça me rendre là. Let's go. Mais c'est loin. C'est loin. C'est loin, c'est loin, mais il faut que tu le vois. Il faut que tu dises, il est déjà écrit mon livre. Puis là, let's go. Fait que là, tu fais de la manifestation, là. Ben là, il faut la discipline. Tu Oui. vas pas juste le manifester. Non. Je vais pas... OK, je le vois. Là, t'ouvres les yeux, il est pas là, le livre. Là. On en a Il y pas parlé rien de avec fait. Alexina, là. La manifestation, c'est de l'action aussi, là. Mais juste... là, c'est de l'action, puis la discipline, c'est... Tu te lèves le matin, tu penses à ton livre, tu te dis, OK, ouais, je le vois, là. Je le vois, là, je vais écrire 200 mots, je sais pas trop. Non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. 2000 mots. Je sais pas combien j'écrirais par jour, mais tu sais, ça, donc d'avoir la discipline de le faire dans un monde où ce que il y a plus de distractions Oui. pour boucler la boucle et dans une vie où ce que les choses sont complexes, des fois t'as un partenaire, des enfants, une mortalité, t'es malade, t'as des amis, t'as des responsabilités, il y a la période des impôts, blablabli, blabla. À un moment donné, puis là, à travers ça, tu tiens ta ligne directrice puis tu dis, moi, j'écris mes 10 pages par jour. Mhm. Il faut que je l'écrive. Il va pas arrêter d'avoir Pâques puis Noël puis tes vacances d'été puis telle affaire, là. Tout ça T'as-tu continue. d'autres exemples? Veux-tu que je te nomme toutes les choses de la vie? Non. Parce que si tu me le... Je pourrais le faire sur un podcast, mais ça va pas être vraiment le fun à Peut-être la écouter. fin de cet épisode. Non, mais ça pour dire que la vie est comme... C'est complexe. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent faire en sorte que tu te dis, ben sais-tu quoi? Non, je pourrais pas écrire aujourd'hui parce que... Fait qu'à un moment donné, à un certain moment, il faut telle la discipline. Puis si c'est 5 a.m. club, faut que tu te lèves à 5 heures puis écrire jusqu'à 6 heures, peut-être c'est ça. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est le soir, ou peut-être que pour d'autres... Il y a toutes sortes de manières d'avoir de la discipline, mais à quelque part, si tu veux comme faire des gros projets, Oui, c'est ça que j'allais t'as dire. pas le choix. La discipline sert un bigger purpose. Always. T'as pas le choix, parce que sinon, tu peux être YOLO, puis tu vas toujours faire des petits projets, puis ça peut être correct pour toi, mais tu sais, même moi, mon sommet virtuel, je suis habitué de le faire, mais on travaille dessus pendant 11 mois, là. Puis mon équipe est organisée, je sais, mais j'ai besoin d'y faire les tâches, là. Tough one. Mais j'ai l'impression que un manque de discipline, c'est souvent... ça serait ça ma définition de jouer petit, à la limite. Parce que quand tu manques de discipline, on dirait que tu te donnes pas les moyens d'atteindre quelque chose de gros. T'as pas le choix. Dans le sens... je l'ai dit, je sais plus si c'était dans un épisode, mais le gros rentre pas dans le petit. Puis ça peut être bizarre pris hors contexte. Mais dans tous les cas, les grands projets rentrent pas dans des petits horaires. Ouais. Dans le sens où un grand projet qui prend 9 mois à faire, tu pourras du pas tout. le wigger à 2 Non. semaines avant. Là. Non. Fait qu'il va falloir que tu y C'est ça. penses d'avance. Mais pour avoir ce temps-là, ça te prend la discipline de faire ton calendrier d'avance. Mais genre 1 an d'avance. Calendrier de production, prévoir tes tâches, contacter des sponsors. Tu veux des sponsors pour financer ton événement, Nick? C'est quand tes contacts? Ben, geez, 9 mois d'avance? C'est tout de suite. Genre, là, je suis en train de penser à 2026. Oui. Genre, j'ai même pas fini mon lancement parce que... Mais c'est ça. Je dirais, là, ça tombe dans la discipline entrepreneuriale de la planification. Discipline en tout temps. En tout temps. Ça sert un bigger purpose. Ouais. Je vais le réutiliser parce que je trouve ça délicieux. Passons à la suite. Ce qui nous a été envoyé aussi, nos hot takes de croissance personnelle aussi par nos mêmes audiences. Mais on a 2 nouvelles personnes qui rentrent enceinte cette semaine. Intéressant. On va commencer par une de ces nouvelles-là. Angélique, qui dit « Est-ce qu'on est vraiment le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus si je traîne le plus souvent avec mon chien
mon chum que je suis en train de quitter, puis mes clients, ça donne quoi? Est-ce qu'on est le reflet, ou nous sommes le reflet des 5 personnes, serait le take en particulier? Moi, là, la réponse est oui. Je suis désolée, là, mais les gens avec qui tu tiens le plus, étant les 5 personnes, là, l'espèce de concept bien connu, c'est la... C'est quoi le mot que je cherche? Quand tu mimiques un comportement, du mimétisme social. C'est ça que c'est. Je sors des beaux Oh, mots. Scrabble, 20 tabarnouche. points. Mais, Incroyable. right. Mais c'est du mimétisme social. On fait tous du mimétisme social avec les gens qui sont autour de nous parce que c'est ça, être inspiré par les autres autour. C'est exactement ça. Une chance, je me tiens avec toi. Aïe, aïe. Oui. Imagine ma chance. Non, mais c'est vrai. J'allais dire, le pire, c'est qu'au début, j'allais dire, je suis pas d'accord totalement avec toi, mais d'un autre côté, juste à penser à ça serait quoi la conséquence si, je sais pas moi, les 3 collègues avec qui je parle le plus fréquemment étaient des gens négatifs. Puis ensuite, mes amis à qui je parle le plus souvent, c'est, mettons, des gens négatifs ou... Mhm. Ben, il y aurait des conséquences sur moi, veux Oui. pas. Même si je veux pas l'avouer. Je vais aller plus loin. Les standards des gens dans ton équipe vont aussi devenir tes standards. Puis ironiquement, c'était peut-être les tiens qui ont créé ces standards-là. Parce que tu as engagé ces gens-là. Ouais. Fait au final, tu sais... Puis t'es pas renvoyé. Puis t'es as pas renvoyés. T'es pas renvoyé à temps. Non, exact. Aïe, aïe. Fait au final, Ouais. tu sais, souvent, c'est des gens au travail avec qui on se tient beaucoup. La famille étant le premier ou deuxième, là, je sais pas quel qui est le plus, mais il me semble qu'on passe plus de temps avec les gens au bureau que les gens à la maison. Si je me trompe pas, c'était dans les statistiques qui avaient été prouvées. Mais dans tous les cas, oui, c'est le cas. Puis la question, si je traîne le plus souvent avec... Bon, mon chien, c'est pas une personne. Je pense pas que tu vas commencer à manger des os. Non. Mais mon chum que je suis en train de quitter, ouais. Oui. Puis là, c'est une excellente nouvelle que tu es en train de le quitter s'il était problématique. Point being, cette personne-là qui était dans ta vie, qui a des standards spécifiques sur justement sa discipline, sur sa motivation, sur son ambition, sur genre comment il traite les gens, bien, éventuellement, ça te valide. Puis ça te confort. Il y a une espèce de zone de confort dans laquelle tu es, puis il fait comme ah ouais, mais tu sais, j'ai pas besoin de me sortir de j'ai pas besoin d'aller plus loin, right? Non, t'as pas besoin d'aller plus loin, t'es bien correct avec ce que t'es. Puis ça veut pas dire que c'est un discours toxique, mais c'est un discours qui peut être problématique si c'est pas ça que tu veux dans la vie, puis que tu te laisses influencer par ce discours-là, encore plus quand c'est des gens qui te tirent par en bas. Puis il y a quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que quand, je pense que c'était Mel Robbins aussi qui en parlait dans un de ses reels à un moment donné, c'est que ce qui est difficile quand tu fais beaucoup de croissance personnelle aussi, c'est souvent les relations avec qui t'es autour de toi, parce que ces gens-là, ça les frustre que toi, tu changes. Puis ça les frustre surtout parce qu'ils sont en deuil. Ils sont en deuil de la personne qu'ils aimaient avant. Puis toi, c'est toi qui l'as tué. Genre, basically, c'est ça pareil. Genre, l'autre est morte, puis c'est toi la tueuse. Genre. Ouais. Puis, fait qu'il y a une frustration par rapport à ça. C'est comme, non, reviens avec nous avant, parce qu'eux, ils sont confortables dans ce qu'ils étaient. Mais toi, si tu n'es plus confortable dans ça, tu ne peux plus te permettre de rester avec ces gens-là, malheureusement. Puis ça veut pas dire... Ça ne veut pas dire que tu vas éliminer toutes ces personnes-là de ta vie, parce qu'il y a certaines personnes qui c'est plus difficile à éliminer, surtout quand c'est pas des affaires insane. Là, je veux dire, mettons, surtout les liens de sang, là, c'est des gens qui vont rester, qui vont avoir le même rôle dans ta vie, peu importe ce que tu décides. Tu pourrais arrêter de les voir, ça c'est un autre dossier, mais ils vont quand même rester tes parents, mettons, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, peu importe. Leur titre ne changera jamais. Puis tu peux continuer de les avoir dans ta vie, même s'ils ne sont pas alignés avec qu'est-ce que toi tu veux, parce que tu les aimes, mais tu peux juste rajouter des nouvelles personnes dans ta vie. Puis ces nouvelles personnes-là vont prendre plus de place. Puis ça se peut que tu aies moins de place pour tes parents aussi à un moment donné. Tu vas les voir dans les moments où tout le monde va être heureux, puis que ça va faire du bien. Puis après ça, tu vas retourner à ta vie, puis avec ton réseau de personnes qui t'aident à grandir, puis qui te challenge à plus. Parce que si personne te challenge, honnêtement, tu n'es probablement pas avec les bonnes personnes. Faut demander conseil aux gens qui ont des bons conseils aussi. Donc, imagine, tu sais, si tu prends un conseil auprès de ton ami qui est tout le temps défaitiste,
Oui. À un moment donné, tu vas peut-être avoir un conseil défaitiste, puis tu vas dire, My God, c'est vrai, hein, peut-être que je devrais pas m'engager là-dedans, c'est risqué. Mais c'est parce que bon conseil, je trouve que c'est fine line de genre, c'est selon qui, versus, faut demander conseil aux gens qui veulent plus pour toi, puis qui sont contents pour toi quand tu achieves quelconque succès. Oui, puis peut-être qu'ils ont des valeurs alignées à qu'est-ce que tu veux devenir aussi. Puis Oui. la chose merveilleuse, je pensais, tu sais, si tu réfères à tes 3 livres derrière, tu sais, Sharma, Brandon Burchard, Mel Robbins. T'as passé du temps, combien d'heures à lire ces 3 livres-là? 20 heures au moins? Combiné? Non, moins, mais Ben, je sais pas, là. 4-5 heures par livre. Bon, En fait, lui, je l'ai pas fini. OK, bon, mettons qu'on dit 15 heures. Oui. T'as quand même passé 15 heures en conversation avec eux ou en réflexion avec eux. Fait qu'ils font partie de tes cercles des personnes. Fait que, Ben, mettons... Nick, je suis désolée, mais on connaît bien Brandon Burchard, considérant que ça a été autographié. Ça dit moi aussi? Oui, mais malheureusement, mon nom est écrit avec un J. Donc, c'était même pas toi, c'était moi avec Jennifer. mon ex Jennifer. C'est vraiment malaisant. Mais non, mais tout ça pour dire, c'est parce que ça me fait penser à ça, parce que la personne qui a écrit a dit, tu sais, c'est ça, peut-être je vis encore avec mon ex, puis c'est une situation de séparation. On est en train de le quitter, là. On est content. Est en train de le quitter, est contente, mais en ce moment, ça peut être difficile, etc. Mais tu peux, tu sais, tu peux lire, puis tu peux passer du temps avec des gens qui ont une philosophie différente, puis, tu sais, pogne-toi un livre, pogne-toi quelque chose de motivant, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui a eu des... peut-être a surmonté des choses similaires à ce que tu vis en ce moment, puis là, tu passes du temps avec cette personne-là. J'ai juste pensé à ça, puis c'est vrai que de nos jours, je veux dire, ça coûte 15$, 20$ ou whatever, t'achètes un livre, puis tu peux avoir accès à, je veux dire, l'équivalent des meilleurs penseurs de notre temps, là, certains, là. Que ça soit, en tout cas, même tous ceux-là font partie des gens... 15 millions de livres, là. Sont très influents, puis c'est pas juste parce qu'ils ont du bon marketing. Je pense que ces trois individus-là sont exceptionnels, puis ont quelque chose à dire, puis à nous apprendre. Effectivement, je pense que c'est un bon argumentaire aussi pour la lecture. Pas juste de développement personnel, parce que ça, c'est 3 livres très développement personnel, on s'entend, mais juste la lecture en général de focus sur la croissance. Puis tu peux alterner entre les deux, tu sais, puis qui est croissance business, croissance personnelle ou croissance dans autres sphères de ta vie, c'est relationnel, c'est un truc-là, mais de focuser constamment là-dessus, ça revient à tout le purpose of life, qui est pour moi très clairement la croissance, puis atteindre tout ce qu'on peut donner. Autant que la plante qui, son seul purpose, c'est de faire d'autres petites plantes, mais on a d'autres facultés, disons, puis qu'on est capable d'exploiter plus. Élodie, qui fait aussi sa nouvelle apparition dans notre line-up. Se forcer à être visible, c'est l'autoroute vers l'autosabotage. Je pense pas que je suis d'accord. Se forcer à être visible, je saisis pas totalement, là. Mais tu sais... Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Être public, comme, ou... Visible. Il y a beaucoup de personnes qui... Je sais pas si t'es... n'étant pas une personne... T'es plus sur Instagram maintenant que t'as découvert les Reels. Oui. Non, mais j'ai découvert qu'une partie de l'Internet, là, c'est des jokes, genre des memes, pis tout ça. C'est ça. Mais oui. Mais oui, donc bref... Il y a une partie du contenu d'Internet qui existe que c'est genre le no face, comment ils l'appellent, je sais pas. Bref, des gens qui montent pas leur face, mais qui font du contenu quand même. OK. Fait qu'ils peuvent être de dos, ils peuvent, ou on voit juste leurs mains, de faire un peu peur. Fait qu'ils font du contenu, c'est des influenceurs qui créent des gros comptes, mais on voit jamais leur face, on sait jamais c'est qui. Ils peuvent avoir leur nom, là, quand même, mais c'est juste... Puis je me suis vraiment toujours posé la question à savoir, est-ce que c'est juste fondé dans une peur qui devrait être tacklée ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose behind this qui... Pas que c'est legit, parce que je pense pas que c'est pas legit, parce que ton succès est ton succès quand même. Tu as créé quelque chose de grand, tu as donné de la valeur aux gens. Mais est-ce que tu pourrais... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tu pourrais pas faire plus si on voyait ta face puis qu'on avait une connexion encore plus? Parce que des fois c'est la voix aussi qui crée encore plus une connexion. Je ne sais pas si le no-face patente exclut aussi la voix, remarque. Je pense pas qu'il y a des gens qui font de la narration. Mais reste que voir l'humain derrière aussi, il y a comme une connexion de plus qui s'installe. C'est sûr. Puis, est-ce que c'est basé sur
une insécurité personnelle ou est-ce que c'est basé sur une espèce de sentiment de alors, je veux pas que les gens me reconnaissent dans la rue parce que je veux rester anonyme, mais pourquoi? En fait, ma question que je me pose, c'est pourquoi? Genre, pour moi, je ne comprends pas les motivations tant que ça derrière ça. Ouais. Il y en a que c'est pour la vie privée. Ils ont juste décidé, c'est quoi, je veux pas m'exposer au monde, je veux pas que personne voit ma face. Mais tu sais, j'ai entendu parler des gens qui le faisaient pas parce que leur famille allait les juger, puis j'étais comme, Je pense pas que c'est une bonne raison. Là. non. Ouais, c'est ça. Non. Je sais pas quoi dire. Je suis pas d'accord. Genre, tu sais, je sais qu'il y a des tabous, justement, par rapport à l'argent. Tu sais, mettons, des gens qui veulent pas l'argent, puis il y a tout. Des gens qui ont des familles qui sont très, très carrées ou des familles qui, genre, dans lesquelles on ne parle pas d'argent, mais je pense pas que c'est une justification pour pas faire du contenu en montrant ta face parce que ta famille aime pas ça que tu parles d'argent ou que tu montres que tu as du succès ou whatever. Ouais. Je veux dire, c'est pas leur vie. Fait qu'au final, ça me fâche. Fait que je suis comme... Nyeh. Mais bref, la question étant, se forcer à être visible, parce que c'est... On va revenir au point. L'autoroute vers l'auto-sabotage, je pense pas, parce que ça va te forcer à rencontrer tes peurs. Puis si tu veux jamais leur parler, puis si tu veux jamais les régler, puis si tu veux jamais travailler là-dessus puis guérir de ces traumas émotionnels-là qui t'amènent à avoir peur de te montrer, ben là, peut-être que oui, effectivement, tu vas tomber dans l'auto-sabotage, mais je pense que de le faire, même quand tu n'es pas encore nécessairement très confortable, je pense que c'est une bonne façon de guérir aussi. Cela dit, c'est sûr que quand tu te montres, il y a toujours une possibilité que les gens critiquent. En fait, ça va arriver, moins. Moins que ce qu'on pense souvent, dans le sens où on a l'habitude de parler de haters, puis on voit les pires cas parce que les gens parlent de haters quand ça leur arrive. Mais mon expérience personnelle avec ça, les haters, c'est assez limité dans mon univers. C'est souvent en dessous des pubs Facebook parce que c'est les gens j'allais dire les moins intelligents, mais c'est en tout cas avec le moins de filtres, mettons, Ouais. qui vont se donner la peine de commenter en dessous des affaires complètement absurdes. Ouais. Puis on en parle de ceux-là, mais honnêtement, je me serais attendue. J'ai eu des commentaires sur mes cheveux, genre comme quoi c'était laid. Mon linge, comme quoi c'était laid. Mais je me serais attendue à avoir des commentaires sur mon physique. Puis j'en ai jamais eu. Ever. Puis ça m'a surpris parce que j'étais comme, c'est sûr que les gens vont prendre... Parce que c'est des complexes à moi. Ouais. Fait que t'as l'impression que les gens vont les voir pas mal plus. Que les gens vont identifier la même chose que toi, t'as identifié que t'aimais pas, mettons. Exact. Ouais. Puis il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils n'ont pas de filtre puis qui vont te le dire aussi. Ouais. Mais tu sais, je pense que il y a aussi, tu sais, c'est vrai que plus t'as de succès puis plus ça grossit ta visibilité, ben ça va venir avec une visibilité aussi auprès des mauvaises personnes ça leur tente pas de dire des belles choses dans la vie. Ouais. Fait que ça va venir avec, mais je pense que t'as deux choix là-dessus, soit tu t'effondres ou soit tu grandis, là. Fait qu'est-ce que c'est l'autoroute vers l'auto-sabotage? Non. Pas Je nécessairement. pense que tu te sabotes si tu veux pas te montrer parce que tu penses que c'est l'autoroute vers l'auto-sabotage. Auto-sabotage, Oui. Ouais. Exactement. My God. OK. Je veux passer à la prochaine chronique section. Est-ce qu'on pige? Non, c'est ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. OK. Donc, il y a certains exemples qu'on peut faire, mais dans le fond, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, genre, il y a des affaires qu'on apprend juste quand on a mangé un certain nombre de claques d'en face. Ouais. Donc, ce que je voulais qu'on partage à travers ce petit segment-là, c'est qu'est-ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt dans notre parcours. Pas des trucs juste fancy, mais vraiment des vérités, que ce soit sur toi ou le business en général, qui ont changé un peu ta trajectoire, puis que tu as intégré ou qu'on a intégré pour vrai, puis qui ont fait une bonne différence. Fait qu'on peut parler aussi ici de gestion émotionnelle, de l'identité liée au succès, on vient d'en parler un petit peu, mais de paix intérieure. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours entrepreneurial? Il y a tellement d'affaires. Je sais pas, j'essaie d'y penser. La seule chose qui me vient, c'est que professionnellement, je suis dans un sujet en ligne où ce que les gens aiment ça débattre. Oui. Tu sais, des sujets de santé, là, des études scientifiques, tout ça. Oui. T'as toujours une couple de personnes qui vont te challenger d'une manière pas vraiment déraisonnable. Ils vont essayer de dire
tu cites mal les études, tu fais ci, tu fais ça, t'es un arnaqueur, etc. Écoute, j'ai tout entendu, puis c'est facile de se laisser impressionner. Ce que j'ai réalisé il y a quelques années, à force de analyser qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils savent, c'est que t'en as plein de ce monde-là qui connaissent strictement rien au sujet. Mais qui se donnent... Ils ont une opinion quand même. Leur expertise, c'est de faire à semblant qu'ils ont D'être quelque chose à l'expert. dire. C'est eux les imposteurs. C'est stupéfiant. On les a trouvés. Oui, puis ils te bully, puis ils te gaslight à un point où ils essaient de remettre en question, ils essayent que toi tu shakes de peur parce que oh non, j'ai été découvert, puis j'ai mal cité les études, etc. Mais c'est eux qui sont les imposteurs. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire tout simplement, c'est à place de répondre, à place de déliter un commentaire ou de répondre d'une manière triggered ou quoi que ce soit, c'est de dire ah oui, ben merci pour ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je leur envoie, par exemple, dans mon cas, c'est beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé sur des cellulaires, etc., qui disent non, il n'y en a pas d'effet des ondes. C'est ça mon sujet dans la santé environnementale. Non, il n'y en a pas, c'est de la pure bullshit. Je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est de la bullshit. C'est OK, mais c'est correct, c'est ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, je leur envoie une source qui est une étude scientifique, qui vient des ingénieurs, donc de quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Puis je dis, est-ce que, tu sais, voici... Qui peuvent comprendre. Qui peuvent comprendre, voici. Puis, Oui. tu sais, voici ma compréhension des biophysics, donc finalement, de comment la physique de l'onde affecte les cellules, etc. Donc, en termes scientifiques, je leur explique, puis je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils répondent pas après. Tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve, pourquoi? Parce qu'ils savent rien. Donc, dans le fond... C'est quoi la leçon? À part chier sur ces gens-là. Là. La leçon, c'est que j'ai failli me faire démolir professionnellement ou dans ma confiance par des gens qui sont complètement ignorants du sujet. C'est fou. Mais c'est aussi comme ça que certains individus, ils ont une opinion forte, mais c'est pas backé par rien. Donc, c'est que ça soit dans un sujet scientifique, on peut se faire plus omnubilé par certaines personnes sont capables d'écrire d'une façon qui nous remette en question. Je pense que c'est mal cité, etc. Ils savent quoi dire, mais en dessous de ça, c'est rien, c'est du vent. Ils n'ont pas de substance, ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont même pas étudié le sujet. Ils font juste dire que c'est de la bullshit parce qu'ils regardent ça et ils disent « Ah, je pense que c'est de la bullshit. » OK, mais est-ce que tu as regardé ce que j'ai à offrir? Non. OK, alors, pourquoi tu es là? Non, mais alors pourquoi on est en train de parler? Oui. Dans le fond, tu veux-tu une discussion? Qu'est-ce que tu veux exactement? Avoir raison. Pourquoi? Avoir raison. Donc, c'était juste comme la manière de répondre à la critique, puis j'ai réalisé que la plupart des critiques qui précédemment me blessaient en disant « Ah, peut-être, on dirait qu'ils ont raison. » Tu sais, ça venait triggerer ce syndrome-là de l'imposteur. La plupart, presque toutes, c'était de la bullshit. Et que, de la même manière, si tu as quoi que ce soit à dire sur Internet, la plupart des gens qui commentent sont complètement ignorants du sujet. La plupart. C'est des opinions beaucoup. C'est des opinions, puis c'est même pas une opinion informée ou experte, c'est plus une opinion. Je me suis réveillé un matin, puis j'ai une opinion sur ton marketing et ah oui, ton marketing est prédatorial. Prédatorial! Précédemment, ça aurait pu me trigger, parce que j'aurais dit ben là, mon Dieu, c'est tellement exagéré, prédatorial. D'un coup que la personne a un petit peu raison. Je me sens mal, tu sais. Est-ce que mon marketing est prédatorial? Maintenant, je vois ça, puis je me dis, prédatorial? De quoi tu parles? C'est un commentaire qui montre un manque de jugement débile. Donc, pourquoi je devrais croire cette personne-là? En tout cas, c'est juste... Cet apprentissage. C'est pour ça que ça m'a enlevé le syndrome de l'imposteur. C'est à force de réaliser que presque tout le monde qui essaie de me critiquer et les gens qui me critiquent d'une manière la plus agressive possible, c'est souvent ceux qui en connaissent encore moins au sujet. Parce que sinon, ils seraient plus prudents. Puis ils diraient, genre, je suis pas d'accord, ils seraient plus nuancés. Ben quoi qu'il y a des gens quand même qui sont sans nuance, là. Ben c'est ça. Mais dans un monde où il y a encore plus de polarisation par rapport à la politique,
par rapport aux opinions. Je sais pas si c'est comme ça dans le monde du marketing puis de la business. Ça se peut. On dirait que c'est juste comme la société. C'est comme, noir ou blanc, noir ou blanc. Et les gens qui arrivent avec cette énergie-là négative, faut pas s'en faire trop parce que c'est presque toute la bullshit. Ils ont pas rien à dire. Si tu essaies de rester calme puis de dire OK, mais pourquoi tu penses ça? La personne serait même pas capable de dire une phrase. Elle sait même pas pourquoi elle pense ça. Je sais pas, j'étais sur le bord d'aller me coucher puis j'ai vu ton annonce puis on dirait que j'étais fâché que tu fasses de l'argent puis moi non. Je sais pas. Des fois, ils s'excusent. Des fois, il y a des gens qui se sont excusés en dessous de mes annonces Facebook. Ah oui, mon Dieu, publiquement en plus. Publiquement. Totalement. Donc, il faut être sont rares quand même, ça prend beaucoup d'humilité. Puis je leur ai dit, ben merci de ton. Tu sais, j'ai dit, come on, tu sais, est-ce que tu vas avoir un échange? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Puis là, les gens, ils likent mon commentaire, bien sûr, parce que les gens, n'importe qui de raisonnable regarde cet échange-là entre quelqu'un de totalement déraisonnable, hargneux, qui rentre dans les Facebook comments en disant que. Puis, tout seul, eux autres mêmes sont en train de complètement se ridiculiser à force de commentaires, puis éventuellement, les autres personnes qui commentent disent « Voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? T'es bien. » Donc, finalement, c'est juste de pas prendre ça au sérieux. Faut pas prendre ça au sérieux, vraiment, parce que c'est presque tout de la bullshit. Mais tu sais, je sais pas si c'est quelque chose que tu aurais pu appliquer avant. Peut-être c'est juste l'expérience. C'est ça, j'allais dire. T'aurais peut-être je sais pas. aimé ça savoir avant, mais est-ce que tu l'aurais intellectualisé? T'as raison. T'as raison. Peut-être que j'ai juste atteint un niveau de maturité où ce que là, j'ai fini par comprendre la leçon, mais je pense que j'en ai tellement souffert. Tu sais, la même affaire que je veux partager, tu sais, c'est même si je me l'étais dit plus tôt, je suis pas sûre que je l'aurais appliqué. Je pense que t'aurais ri. Oui, vraiment. Puis bon, mais justement, tu sais, genre, ce livre-là, c'est en fait tout le concept de genre se lever à 5 heures du matin qui a été très popularisé avec le Miracle Morning. Ouais. J'ai été très vocale à travers tous mes podcasts que j'ai enregistrés dans les dernières années. Sur le mien, je pense que si on l'écoute, il y a plusieurs entrevues où à un moment donné, il y a une mention du Miracle Morning, puis genre j'ai des gag reflex, je suis comme non, je veux pas. Puis c'est mais en même temps, il y a eu beaucoup de progression dans ma vie par rapport à l'heure de mon lever. Genre, avant qu'Elliot naisse, j'étais pas fonctionnelle avant 8 heures. Puis après ça, quand Elliot est né, c'était 7 heures. Puis là, ça fait des années que je suis comme, genre, avant 7 heures, genre, je suis pas fonctionnelle. Puis là, tu te répètes cette affaire-là. Je suis pas fonctionnelle, ça marche pas. Puis là, tu regardes des concepts comme ça qui sont popularisés par deux types de personnes. Les hustlers qui se disent, je vais me lever à 5 heures du matin, puis dès que je vais me lever, je vais travailler plus que tout le monde, puis je vais faire, tu sais, on en a parlé un peu, de comme, pendant que les autres dorment, je vais faire plus, je vais prendre l'avance, puis je vais faire... Puis les marketing bros, là, tu sais, là. Ça, puis les gens super spirituels qui sont comme, oui, mais c'est la pratique de journaling, puis j'étais comme, oh my God, le journaling, genre, oui, OK, mais qu'est-ce que ça va faire, tu sais? Qu'est-ce que ça va faire? C'est juste écrire dans un journal, genre, c'était frustrant. Fait que des deux côtés, j'étais comme, vous avez tous des arguments de merde, je veux pas faire ça, j'ai pas envie de me lever tôt parce que, genre, je vais être super fatiguée, point. Puis, il y a un moment dans ma progression de croissance personnelle des derniers mois où je me suis dit, je pense que je suis prête à... parce que je me suis dit, qu'est-ce que les gens qui ont des empires font que je fais pas? Puis je me suis dit, moi, essayer des affaires que j'ai jamais faites. Tu sais? OK, c'est ça le début de ça. Oui. C'est que tu étais insatisfaite de ton lancement, puis tu disais comment je peux faire des choses... de ma croissance. De ta je trouvais que j'étais en mode de plateau. Je suis stagnante. Qu'est-ce que je fais que je veux pas faire, mais que les autres font? Oui. Puis là... Puis je suis tombée là-dessus. Puis c'est pas le Miracle Morning. C'est pas possible. Mais ça veut dire... Sauf que, félicitations pour toi, mais ça montre ta grandeur de caractère là-dessus. Dans le sens que ça prend beaucoup pour dire qu'est-ce que je fais que je veux pas faire jamais, que je m'étais dit que j'allais jamais faire, mais que je dois constater que certaines personnes à succès qui m'inspirent font. Puis là, t'es comme, ça se peut que je le fasse aussi. Faut que tu passes par-dessus toutes les fois où ce que t'as dit, c'est de la bullshit ou je vais jamais faire ça de ma vie. Oui.
C'est huge, là. J'étais comme, ben, regarde, je peux pas arriver à des différents résultats si je continue de faire la même affaire. Effectivement. C'est genre un given. Fait que j'étais comme, ben, on va essayer des nouvelles affaires. Genre, pourquoi pas? Donc, cette patente-là, qui, again, c'est pas le Miracle Morning, c'est un autre. C'est un livre qui est extraordinaire parce que c'est aussi écrit comme un roman. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus digeste à lire que beaucoup de livres de développement personnel qui te pitchent des concepts qui peuvent être intenses. Mais ça, c'est écrit comme une histoire, tu sais, avec genre des personnages, puis ils se promènent, puis puis ils parlent des concepts à travers le livre. Mais c'est super intéressant comment j'aurais jamais voulu approcher ce concept-là avec un bâton de 9 pieds avant, juste parce que j'étais pas prête nécessairement à faire cet effort-là de dire, regarde, là, je veux faire quelque chose de différent dans ma vie pour atteindre des résultats que j'ai jamais... Let's go. Puis c'est une question de mettre son ego à part aussi. C'est une question de genre, ben, regarde, clairement, ce que je fais actuellement ne fonctionne pas à certains égards. Donc, t'as comme une espèce de self-check de comme, regarde, ça marche. Fait que bref, de me rendre là, puis lire ce fameux livre-là, puis de me rendre compte que ce concept-là de discipline, parce que c'est intimement lié avec se lever à 5 heures du matin puis faire whatever, qu'est-ce que tu... En tout cas, il faut lire le livre pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. By the way, ça n'arrive pas avant à peu près la moitié du livre de comprendre qu'est-ce que tu vas faire à 5 heures du matin. Mais il t'explique pourquoi c'est bien important, par exemple, de le faire en termes de croissance personnelle, justement, en termes de tes piliers intérieurs, sur quoi est-ce qu'il va falloir que tu travailles. Il ne dit pas c'est quoi l'ordre puis les affaires, mais c'est super important. Puis, fait que de bref, ce que j'aurais aimé savoir, justement, c'est que tout cet aspect-là de discipline, du travail sur soi, de discipline de faire quelque chose que ça ne te tente pas nécessairement. Parce que c'est pas nécessairement le travail sur soi, parce que ça tombait plus dans les gens qui étaient plus spirituels, qui parlaient de journaling, versus les marketing bros qui étaient... Fait qu'il y avait... Les deux arrivaient aux mêmes conclusions de « il faut se lever plus tôt ». Puis j'étais comme « vous êtes tous les deux fous ». mais de le faire, c'est pas que basé sur grinding, c'est pas que basé sur des valeurs d'extraction, c'est pas que basé sur faire plus sans prendre soin de soi. Puis au contraire, c'est pas que basé juste sur faire la manifestation puis espérer que les choses se passent. Je sais que la manifestation, c'est pas juste espérer, mais c'est pas que ça non plus. Fait que c'est la discipline que ça me demande d'appliquer les concepts, même si c'est tout nouveau dans ma vie encore, me sert énormément plus que me lever à 7 heures puis profiter de l'heure et demie extra de sommeil. Puis c'est pas juste quelque chose qui est réservé aux marketing bros que j'ai beaucoup repoussé parce que j'étais comme... Vous n'avez pas les valeurs à bonne place, guys. Vous faites des affaires juste pour faire de l'argent. C'est creux. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux avoir une belle vie, donc je vais me lever plus tard. Mais honnêtement, la croissance personnelle que tu acquiers quand tu fais les pratiques, justement, un 20 minutes de travail physique, là, dans le fond, tu vas faire un entraînement sur toi. Ensuite, tu as un 20 minutes de réflexion sur ta croissance, puis tes plans. Puis pour moi, je l'utilise en faisant un genre de journaling, de planning la journée aussi, puis c'est quoi mes intentions par rapport à ça. Puis un autre 20 minutes qui est d'éducation, de rédaction, dans ces périodes-là où je vais faire de la lecture notamment. Ça aurait pu être des formations en ligne, ça peut être des épisodes de podcast. That's not the point, mais c'est pour constamment être dans cette croissance-là, puis de réserver une heure au début de ta journée qui est un me time stratégique et conscient. C'est pas juste des stratégies pour les gens bizarres, c'est pas juste des stratégies pour les gens qui sont extra-spirituels ou les gens qui... On est habitué de voir les gens qui font beaucoup plus puis des affaires hors de l'ordinaire, les considérer comme des outcasts bizarres, puis de même pas considérer qu'est-ce qu'ils font, puis c'est là où j'étais. Mais honnêtement... Si t'es pas prête à te faire considérer comme quelqu'un de crazy parce que t'appliques quelque chose juste pour toi, t'as encore du travail émotionnel à faire sur toi. Parce que honnêtement, genre, tu vas avoir l'air crazy pour les gens autour de toi, là. Puis, that's what it is. Bref. Fait que c'est l'affaire que j'aurais aimé savoir plus tôt, honnêtement. Puis de combattre un petit peu plus des préjugés, peut-être, pour essayer des nouvelles affaires, puis de la curiosité. Je pense que ça m'aurait servi. OK, on a encore un petit peu de temps pour un dernier petit jeu.
Team qui? OK. Question rapide, version mindset. Pas toujours politically correct. Ça dépend qu'est-ce qu'on pige. Je te donne 2 options. Tu choisis. T'as pas le droit de dire ça dépend. Faut que... OK. Faut que c'est tranché, là. Oui. Un ou l'autre. Oui. OK. Ready? Oui. Team, je fais confiance à l'univers ou team, je fais confiance à mon fichier Excel? Spreadsheet Google. L'univers. Oh, ça m'a surpris. Dare to explain? Il faut que j'explique. Non, je suis curieuse. J'ai juste un sens que ça a le plus de signification qu'une vision complètement terre à terre. Ça a plus de signification dans ma vie. Team, je m'entoure pour me sentir fort ou team, je me referme quand ça va mal? Mais c'est tout moi qui réponds, là? Tu pourras en piger pour moi après, si tu veux. Attends une minute. Je vais le relire encore, là, parce que là, c'est mêlant, là. Je m'entoure pour me sentir forte ou je me referme? Je m'entoure. Je vois pas pourquoi qu'on se fait juste se refermer. Non, c'est même mon réflexe, je dirais. Il faut que j'évite ça. Quand De quoi? De se te refermer? Oui, je suis se d'accord. refermer, je suis quelqu'un qui s'isole si ça va mal, puis en même temps, je m'ennuie des autres. C'est très bizarre. Fait que faut pas que je fasse ça. Faut vraiment que j'aille demander l'aide, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Team, je cherche la paix ou je cherche la victoire? La paix ou la victoire? T'as pas le droit de dire ça dépend. Je cherche encore la victoire pour l'instant. Peut-être la paix, ça va venir plus tard. Contente que t'es truthful. Ouais. Team, je lis des livres pour me développer ou team, j'apprends juste dans la douleur? C'est arrangé, ça, là? C'est juste les affaires que je te reproche. Oui, c'est ça. C'est juste genre roast ton mari en fin d'épisode. C'est où j'apprends dans la douleur. Non, je lis des livres quand même, là. Which one? J'ai écouté une couple d'audiobook il y a quelques années. Là, genre 15 ans. Non, j'en ai écouté. J'en ai écouté une couple. Je pense que ce que tu veux, c'est lire des livres pour te développer, mais ce que tu fais, c'est que tu apprends encore dans la douleur. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. OK, le dernier pour moi, pour toi, puis après ça, tu m'en pigeras pour moi. Team, j'ai besoin de validation ou team, j'ai besoin de résultats? On dirait que je suis pas sûre de la signification. De validation ou de résultat? On dirait que je comprends pas tant que ça. Non applicable, Non, je veux dire. NA. OK? Team, je suranalyse ou team, je fonce puis on verra? Suranalyse. Je suis d'accord. C'est presque préférable. C'est presque préférable. Ouais, parce que fonce puis on verra. Gambling. Ça fait pas... Ouais, gambling, puis c'est comme... ça me parle pas en ce moment, en tout cas, dans ma vie. Je suis comme... non, genre, let's go, on investit, puis on essaie quelque chose de random, on verra si... De random. Non, on verra pas, là. De quoi tu parles, là? Tu sais, Right. j'aime mieux comme... au risque de suranalyser, j'aime mieux passer beaucoup de temps sur le plan. I like it. En tout cas. Lucky. Team, je montre tout sur Instagram ou team, je garde mes shit shows privés? Oh, je garde mes shit shows privés. Oui. Mais ça revient à, ça revient à la cicatrice puis la plaie de tantôt, là. Dans le sens où je vais montrer beaucoup, mais les shit shows, je vais les garder privés. C'est ça. Team, je suis la visionnaire ou team, je suis l'exécutante qui tient tout ensemble? Oh, ça parle personnellement, ça. Je veux être la visionnaire. Ouais. Puis de moins en moins exécutante qui tient tout ensemble. C'est un challenge, mais tu continues de t'améliorer là-dedans, anyway. Merci. Oui. On dirait qu'on pige les bonnes affaires. Team, je veux être aimé ou team, je veux gagner? Aïe. Pas facile, là. Non. Parce que je sais que j'ai pas le droit de dire ça dépend. Qu'est-ce qui est plus Je important? vais dire... oui, OK. Ben là, c'est ça, je pense que ça piège un peu la question. Parce que j'allais dire, je veux gagner. Ouais. Mais je pense pas que c'est le plus important. OK. Je pense juste que tu peux
te prioriser, puis il y a des gens qui vont pas être contents. Puis c'est correct. Point. Oh! Ah oui, OK. Pas au détriment des autres. Non. Non, je comprends. Mais La nuance. si ton focus c'est juste « je veux être aimé », Exact. C'est pour la ça que je veux moindre pas aller là. critique te Voilà. fait vaciller, etc. Si au final tu veux gagner, mais gagner, réaliser quelque chose que tu as en tête, je vois qu'est-ce que tu faisais. Team, je peux pas m'arrêter sinon tout s'écroule, ou team, si ça s'écroule, quand j'arrête, c'était pas solide. Les deux. Si ça s'écroule quand j'arrête, c'était pas solide. Puis honnêtement, je trouve que le premier est un mindset terrible. Je peux pas m'arrêter sinon Terrible. tout s'écroule. Ça ressemble à quelqu'un qui est juste sur le bord du burn-out, là. Exact. Honnêtement. Exact. Genre, Ouais, si ça s'écroule quand t'arrêtes, c'était meant to be, change de modèle. Ouais, c'est ça. Ou ta business est trop dépendante de toi, Oui. par exemple, ou des trucs comme ça, tu sais. Team, j'ai besoin d'un plan béton, ou team, j'ai besoin d'un feu intérieur. On en a parlé. Plan béton, Plan béton, certainement. 100%. Un dernier. Un dernier. Et non le moindre. Team, je veux impacter le monde, ou team, je veux être tranquille dans mon salon avec du cash. Avec du cash. Avec du cash, beaucoup cash. Beaucoup cash. Ouais. Je vais impacter le monde. Oh, Ouais. OK. Oui. Parce que tranquille dans mon salon avec beaucoup cash, honnêtement, je suis pas sûre de... Je pense que précédemment, peut-être, t'étais plus... Oui, c'est pour ça que j'ai hésité. Je pense que... Mais ça veut pas dire que je me trouve... Ça veut pas dire que je considère que je suis encore quelqu'un d'extrêmement altruiste. Mais tu sais, c'est Maslow. C'est Maslow, man. C'est la pyramide. c'est ça. C'est Maslow, C'est man. la C'est faute la à faute de Maslow. Maslow. Ouais. Oui, parce que C'est ça. plus tes propres besoins sont comblés, plus tu montes en haut vers l'altruisme. Fait que je pense qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés avant. T'as monté. Émotionnel. J'ai upgradé. Ting, 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 ting. J'ai upgradé. T'es rendu au top de la pyramide. My God, ça va bien. All right. Bon, ben c'est officiellement la fin de cette nouvelle série de Hot Takes. Pour l'instant, on croise les doigts. Si tu as écouté les 4 premiers épisodes, ben là, premièrement, merci pour ça. Tu as des nerfs d'acier d'avoir participé avec nous puis d'avoir disséqué, débattu un peu de tous ces sujets-là qui étaient hot, chaud piquant. Et deuxièmement, tu es exactement la personne avec qui j'ai envie de parler pour la suite, parce que cette série-là, on l'a fait un peu sortir du cadre d'effronter, la première fois qu'on l'expérimente finalement sur YouTube, puis j'aimerais ça continuer, puis j'aimerais ça que tu me dises, premièrement, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais qu'on refasse d'autres épisodes, d'autres séries comme ça avec d'autres entrepreneurs, encore avec Nick? On a une belle dynamique, je suis sûre que tu aimerais ça encore, mais est-ce que ça t'intéresserait qu'on continue dans ce sens-là? Parce que j'aime avoir des conversations comme ça, sans bullshit, sans ego aussi, puis sans peur d'être en désaccord, parce que je pense qu'il y a une question de respect dans cette discussion-là. Donc alors, est-ce que tu veux que ça revienne? Évidemment, tu peux me le dire sur Instagram, /en-bas, Geneviève Gauvin, dans mes DM. Tu peux aller contacter Nick aussi, parce que, bien évidemment, il peut relayer l'information après ça à la maison le soir, ou tu peux aller commenter sous la vidéo, justement, sur YouTube. Puis en passant, ben, abonne-toi à la chaîne, à ma nouvelle chaîne sur YouTube, john.gauvin. Écoute, j'aime commencer cette nouvelle era de ma vie. Puis dis-moi tout, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu enlèverais, les modifications, qu'est-ce que tu enlèverais jamais aussi. Quelle partie du concept est-ce que tu aimes? J'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ton feedback. Puis évidemment, ben, si tu as aimé ce concept-là, partage une des vidéos, les 4 vidéos, à une amie entrepreneur qui aurait avantage peut-être à écouter cet épisode-là, Mindset. Je pense qu'on a disséqué une couple de patentes super intéressantes là-dedans. On a parlé de scaling, on a parlé d'ambition puis d'argent, on a parlé aussi de les pires conseils en 2025. Il y a beaucoup là, dans ces discussions-là, je pense qu'ils vont aider beaucoup de personnes. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment intime, I guess. Quelque chose qu'on fait à la maison autour de la table de cuisine. Puis merci aussi de prouver que la nuance est importante puis que c'est important de parler du spectre puis de pas juste avoir une vision binaire, finalement, de l'entrepreneuriat. Donc, merci, Nick, de t'être prêté au jeu pour cette première série-là. Ça n'a pas trop fait mal. Non, ben c'est sûr que ce soir, on va peut-être être plus tranquille, parler moins, écouter la télé tranquille. J'aimerais être en silence. J'aimerais être en silence au moins jusqu'à 10 p.m. C'est parfait, c'est compromis. Ça fait un plaisir. À très bientôt, gang.